Alors, un membre, Salima, ma chère Salima, le micro de Salima ne passe pas. Le son. Salima, tu m'entends? Bonjour, bonjour à tous. Tu es prête pour la session d'aujourd'hui? Ah bah oui, c'est le leadership féminin. Donc alors, avant qu'on ne commence, c'est quoi tes impressions depuis le début des sessions? Tu as suivi quelques-unes quand même. Ah oui, oui, bien sûr, j'ai suivi depuis le premier jour d'ailleurs, par intermittence, parce que des fois la connexion était capricieuse, mais quand même on a pu profiter de beaucoup d'interventions. J'ai beaucoup aimé au début bon, tout ce qui était bien sûr l'introduction, l'ouverture, et ensuite la séance sur l'intelligence artificielle, la recherche clinique surtout, les échanges qu'il y a eu qui ont été très enrichissants, le panel vraiment de haut niveau. Agréablement surprise. Franchement, je ne m'attendais pas à autant d'interactions aussi instructives. On a pu entrer dans les différentes salles ensuite, puisque moi, je participe en ligne, en tout cas pour cette première édition. Et voilà, il y a eu beaucoup d'échanges. Et ensuite, on a commencé avec nos propres travaux. Donc, pour moi, c'était au deuxième jour, le leadership féminin en santé digitale sur le continent africain. Voilà, où on a pu échanger avec les participants et c'était très, très instructif. Alors, vraiment, je voudrais féliciter tout le monde, toi, Corinne, en premier, et puis tes bras droits, notamment Dr. Joyce, Monsieur Ketan, Dr. Kivi, et puis toutes les équipes derrière. J'ai été aussi très impressionnée par les petites volontaires jeunes qui courent dans tous les sens. On les voit arriver avec leur micro à chaque fois. Alors, il faut les féliciter parce que c'est souvent ces petits jeunes qui font tout le reste, parce que c'est vraiment les coulisses qui font réussir un événement. Ça, il faut vraiment les féliciter. Et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Ce n'est que le début d'une très belle aventure. Et bravo à tous. Voilà. Merci Salima. Et Salima, s'il te plaît, tu vois, je t'ai interpellé, mais tu n'étais pas présentée pour ceux qui sont dans la salle. On est en direct d'ailleurs, Oui, je t'enverrai le lien, ne te fâche pas. d'accord. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te suivent en ligne, Salima, tu peux te présenter, s'il te plaît, à la communauté? Alors oui, alors bonjour à tous. En fait, je suis médecin infectiologue à Alger. Salima, est-ce que ça te dérangerait que Oui. que tu actives ta caméra, si c'est possible? Ah oui, oui, c'est vrai Quand que même, je ne qu'on l'ai pas puisse te activé. voir. S'il te plaît. Je vais l'activer dans quelques secondes. Mais en fait, c'est vrai que je n'avais pas activé. J'avais oublié un peu de Oui, qu'on l'activer. puisse Je voir vais vous faire quel est ce beau visage derrière cette belle voix. un petit coucou rapide. Voilà. J'espère que ça fonctionne. Voilà, normalement, elle est. Voilà. Normalement, Oui, attendez tu deux abaisses un minutes. peu la caméra. On commence à voir, on commence à te voir. Là, j'ai juste une partie du visage. Là, j'ai le visage entier. Tu vois, là, toute la Attendez deux communauté secondes te parce que voit. voilà, je crois qu'on est mieux comme ça. C'est Parce que je parfait, crois que j'avais. Salima. Là, je Voilà. te Alors vois. bonjour à tous, Voilà. bonjour à toute l'Afrique francophone et l'Afrique en général, puisque notre Afrique est immense et mosaïque, carrefour de culture et de richesse. Donc j'espère vraiment que ce bootcamp n'est que le début d'une très belle aventure pour tous. Alors j'ai poursuivi ma présentation. Donc je suis médecin infectiologue en Algérie, sur Alger. J'ai eu la chance de connaître la plateforme EcoSanté. On va bientôt faire, enfin peut-être bientôt une année déjà, ça passe tellement vite. Beaucoup de bienveillance, comme le dit à chaque fois Corinne. Bon, c'est basé sur du consulting et moi-même je suis formatrice et consultante. Donc j'ai pu mettre à profit tout ce que j'ai appris. Voilà, j'ai été formée dans un réseau de consultants managers Challenge Center en Algérie. Et vraiment, ça m'a ouvert beaucoup de portes, bien au-delà de ma profession elle-même. Ensuite, je suis très, très intéressée par tout ce qui est solutions digitales. Donc, je participe beaucoup à promouvoir les solutions digitales, à aider les juniors. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas du domaine de santé. Donc, ils font appel à moi pour me demander est-ce que madame, vous trouvez que c'est objectif? Est-ce que je n'ai rien oublié? Est-ce que ça répond à la demande du marché? Bien sûr. Donc, on essaie de les orienter au mieux pour optimiser les solutions et leur donner, bien sûr, une opportunité de s'imposer sur le marché digital. Donc, actuellement, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, je suis consultante en santé digitale. Voilà. Merci, Salima. Bon, on va acclamer ici dans la communauté. On va envoyer des émoticônes comme on sait le faire pour la présentation de Salima. Alors, c'est toutes ces personnes qui ont travaillé pendant un an
à ce qu'on mette en place cette belle communauté. On est 487 personnes. Et je ne sais pas, après Salima, qui est-ce que je peux voir? On va faire comme nos sessions écho, hein, pour que tout le monde voit comment la famille, elle est assez dynamique. Docteur Kevin, est-ce que vous êtes là? Parce que Docteur Kevin a mobilisé des gens. Des gens m'appellent et me disent, Docteur Kevin demande qu'on se connecte. Docteur Kevin demande de venir. Docteur Kevin, est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas en service, vous êtes là? Est-ce que Docteur Kevin est là? Oui, je suis là. D'accord. Oui, je suis là. Docteur Kevin, aujourd'hui, là, je n'aurai pas la chance de vous voir, c'est ça? On va rester en mute. Est-ce que j'aurai la chance, est-ce que la communauté aurait la chance de voir qui est derrière Docteur Kevin? Parce que tout ça, c'est le comité scientifique. Et voilà, il est depuis le Togo. Docteur Kevin, vous allez vous présenter à cette communauté qui est ici en présentiel, mais surtout celle qui est en ligne aussi. Merci beaucoup. Bonjour toute la communauté. Donc, moi, c'est Dr Kevin. Je suis médecin du travail et je suis aussi spécialiste en neurologie et en histoire de la médecine. Donc, je travaille au niveau du ministère de la Santé en tant que chef de la section médecine du travail et des sports, donc en charge de tout ce qui est stratégie et au niveau opérationnel sur tout ce qui est la sécurité au travail au niveau du ministère de la Santé en collaboration avec le ministère du Travail. Donc, je pense que depuis un an, avec Madame Corinne. Parole le temps que j'appelle Dr Kevin. Peut-être même j'ai besoin d'un micro pour Alexandra, pour que les autres la voient, ils voient qu'elle a fait le déplacement, qu'elle est arrivée. Je veux un micro. Le docteur Alors, docteur, c'est bon? Je crois qu'il y a un problème. Aristide. Et donc, il y a des petits... Voilà. Donc, je pense que c'est... Allô? Je pense que c'est une très bonne dynamique sur laquelle il faudrait qu'on continue. Et très, 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 très bonne journée à tout le monde. Et je pense qu'on va tous continuer ensemble. Merci beaucoup et bonne suite à toute la communauté, à toutes les personnes dynamiques qui sont là, qui sont derrière. Merci, merci, Dr Kevin. Merci, Dr Kevin. Et puis, j'attends tous les... Merci beaucoup. Et j'attends qu'aujourd'hui, que tous les Togolais gagnent, hein, parce que c'est la finale. Là, pour l'instant, je suis en train de regarder, mais vous n'avez pas encore gagné. Donc, je regarde et j'attends. Peut-être que je vais demander à Alexandra peut-être de venir juste ici pour que les membres de la communauté voient que tu as fait le déplacement. Elle est juste à côté de moi. Alexandra est là. Donc, Alexandra, tu vas peut-être te présenter à la communauté pendant que moi, je coupe mon micro. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour également à toutes et à tous en ligne. Donc effectivement, j'ai fait le déplacement. Je suis également membre de la communauté IECO Afrique francophone depuis quelques mois. J'ai rejoint le mouvement, un mouvement qui va continuer. Je suis très, très, très impressionnée quand on voit l'envers du décor de l'organisation et de toutes ces personnes impliquées pour que cet événement soit une réussite. Je suis extrêmement impressionnée et vraiment très honorée de faire partie de ce mouvement. Je tenais à être présente parmi vous aujourd'hui parce que nous avons 2-3 séances intéressantes à la fois de restitution et je vous ai prévu également quelques petites surprises en termes de travaux pratiques parce que c'est ce que j'adore pour mobiliser les concepts en santé, les concepts en santé publique. On parle de e-santé, mais avant de parler de e-santé, on parle de la santé et de la santé globale. Je ne vous ai pas dit, enfin je ne me suis pas présentée. Je suis infirmière de formation, je suis cadre de santé en France et j'ai délaissé depuis maintenant quelques années
mes fonctions de soignante, mais pas complètement, vous allez voir pourquoi, pour être consultante et formatrice auprès d'établissements de santé, auprès de professionnels de santé et médico-sociaux. Donc j'interviens auprès d'équipes, surtout sur de la formation continue, mais également en formation initiale. Je préfère la formation continue parce que j'ai une démarche très centrée patient et donc très à cheval sur les pratiques professionnelles, les bonnes pratiques professionnelles et l'amélioration continue des pratiques professionnelles. Et je pense que c'est un élément important quand on parle de santé connectée, d'alliance thérapeutique avec nos patients, de liens de confiance que nous devons tisser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De temps en temps, comme je ne sais pas faire qu'une chose à la fois, de temps en temps, je retourne un petit peu dans les soins. J'ai besoin de pratiquer, j'ai besoin de conserver un ancrage sur le terrain. Et mon terrain d'observation et de pratique, c'est le domicile du patient, où je fais en sorte effectivement qu'à distance, en tant que coordinatrice de soins, à distance, c'est-à-dire nos patients à domicile et nous en structure de soins, quand on les suit à distance ou depuis la hauteur de nos startups ou des ministères, il faut que tous les patients soient suivis de la même manière, avec les mêmes qualités, avec les mêmes critères de qualité et de sécurité des soins comme en établissement de santé. Donc j'interviens également sur cette partie-là. Au niveau des pratiques professionnelles, j'interviens beaucoup sur la traçabilité des soins, tout ce qui est en lien avec la cohésion d'équipe, la communication en équipe soignante, la bientraitance, les droits des patients, la responsabilité soignante, la responsabilité individuelle et collective. Voilà, nous aurons l'occasion de toute façon d'en discuter dans les travaux pratiques que je vous ai concoctés pour aujourd'hui. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai hâte de voir votre belle participation et l'implication de tous pour qu'à la fin de cette journée, et ça c'est un défi pour moi que je me mets toujours à chaque fois que j'interviens, à la fin de cette journée, il faut que chacun et chacune d'entre vous, vous ressortiez de cette salle en disant mais cette semaine de bootcamp a été vraiment géniale et aujourd'hui, ça a été l'apothéose, j'ai vraiment énormément appris. Et pour moi, je mets un point d'honneur à ce qu'on arrive à cet objectif-là à la fin de la journée. Je vous remercie. Merci Alexandra, merci d'être venue, d'avoir fait le déplacement pour nous. Bon, je ne vais pas faillir. Libas. Lui, il est venu directement de Dakar. Il était à Abidjan, il est reparti, il est revenu. En fait, à Abidjan, il manquait à checker là-bas. Il manquait à Loco là-bas. Et surtout, il n'y avait même pas Garba là-bas. Voilà. Donc, étant fatigué de manger du tchèp, il est arrivé ici. Et lui, il est arrivé. Donc, moi, je vais demander à Libas de venir, que les membres de la communauté, tu sais, ils sont là-bas, ils voient la salle. Donc, je vais demander à Libas de venir et de venir se présenter à la communauté déjà. Libas, je t'attends, hein. Je ne fais que ça, hein. Sinon, on va interrompre, on dira que c'est à toi. Aujourd'hui, c'est la finale, il n'y a pas forfait. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous encore une fois. Mon nom est Libas Bouf, je viens du Sénégal. Donc, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est la recherche, l'innovation. On fait aussi tout ce qui est surveillance épidémiologique. Donc Corinne et moi, c'est une longue histoire. Depuis que j'étais basé ici en Côte d'Ivoire avec Roche, on a eu à faire certains travaux monter quelques écosystèmes. Je pense qu'on a eu à réaliser de belles choses et j'ai quitté pour retourner au Sénégal. Et j'ai vu entre-temps qu'elle a fait d'énormes choses. Donc ça, vraiment, c'est à applaudir. Toutes mes félicitations à cette initiative qui a grandi. Je pense que tout ça a commencé il y a juste une année. Mais on voit déjà l'impact qu'il y a derrière tout ça. Donc c'est vraiment une initiative, encore une fois, à féliciter. Je vous remercie tous d'être ici
et ayons de très belles sessions aujourd'hui pour les patients. Merci beaucoup. Merci, Libas. Bon, je dois passer à d'autres personnes, mais avant ça, c'est pas possible qu'on passe derrière. On va pas passer derrière. Professeur, tu es là. Il faut qu'on sache que tu es là. Donc, il faut prendre le micro, nous dire que tu es là. Il faut que tu viennes, tu nous dises que tu es là. Et puis maintenant, je vais passer. Il faut lui donner le micro. On est en bootcamp là, c'est camp d'apprentissage. Il n'y a pas de protocole. Alors, bonjour à tous. Corinne me demande de vous dire que je suis là. Donc, je vous dis que je suis là. C'est bon? En même temps, tu te présentes. Voilà, je suis là. Merci. Professeur Kouassé Momidar, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Voilà, donc si je ne suis pas en veste, c'est parce que je suis en mode bootcamp. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, on a une forte délégation, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre. Tous ceux que je voulais appeler là, ils sont partis pour ne pas que je les indexe. Donc, je ne sais pas qui va prendre la parole. Je les regarde. Il y a des petits souris parce que personne ne veut prendre. Mais je vais faire un piège. Mais en attendant, il y a une forte délégation des étudiants du RUSTA qui est là. Je vais aller vers eux tout à l'heure. Elle m'a laissé un message. Ah, tu as vu ça. Pardon, madame, ne partez pas derrière. Madame, venez. Apporte le micro. Hier, on était en ligne. Si, ça vient, c'est la lenteur. Ça vient. Connectez. Allons-y. Vous vous présentez. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Madame Marie-Chantal Sénou. Je suis secrétaire générale adjointe de l'Association nationale des sages-femmes. Merci. Qu'est-ce que je dis? D'accord, ok. Mais hier, on a Coucou à ceux qui sont en ligne. Hier, on était représentés. Voilà, parce qu'on était à une réunion, mais on a réussi à se connecter. Aujourd'hui, je suis là. Hier, c'était fort. Hein? Oui. On a reçu le compte rendu. C'était intéressant. C'était intéressant. Donc, il y a la prochaine session. Oui. D'accord. Mais il y a eu un souci de connexion après aussi. Après, Oui. d'accord. Mais sinon, on était là hier. Je pense que hier soir, session santé mentale et les sages-femmes, Oui. tout le monde c'était était super. connecté. D'accord. Merci. Ok. Merci infiniment. Bon. Où vient d'appeler? Oh, venez. La DEPS est là. Une phase va se présenter, mais la DEPS est là. Moi, j'ai envoyé les photos hier. Directement à qui de droit. Donc, il faut que la DEPS se présente. Qui est la DEPS? Que fait la DEPS? Et puis voilà. On est en direct. Hein. Je lui ai déjà envoyé le lien aussi. Oui, merci Corinne. Merci les assistants. Alors, je suis Doman Assididier. Je suis chef de service au sein de la direction des établissements privés des professions sanitaires. Chef de service qualité et relations extérieures. Alors, je me charge ce matin de vous présenter ce que c'est que la DEPS. La DEPS, c'est la direction des établissements privés et des professions sanitaires. DEPPS. Alors, c'est une direction centrale qui est dirigée par Dr Marie-Josée Biti, que vous connaissez très bien à travers ses opérations, et surtout l'opération Zéro clinique illégale, qui a marqué vraiment tous les promoteurs, tous les acteurs du domaine de la santé. Et la DES a 4 sous-directions. Nous avons une sous-direction qui s'occupe de la réglementation et du contrôle des établissements sanitaires privés. Nous avons une sous-direction qu'on appelle le guichet des établissements et des entreprises sanitaires. C'est à ce niveau-là que l'instruction de tout ce qui est dossier de création, d'ouverture et d'exploitation sont faites. La 3e sous-direction, c'est la sous-direction des professions. Et au niveau de la sous-direction des professions, ce n'est pas que seulement les professions qui exercent dans le secteur privé. La DES s'occupe des professionnels du privé et du public. Alors, au niveau de cette sous-direction, on met en place les conseils
des professions, c'est-à-dire les professions qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore érigées en ordre. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons l'ordre des médecins, nous avons l'ordre des sages-femmes, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des sujets dentistes, l'ordre des infirmiers. Alors les autres professions, que ce soit des professions qui sont nouveaux ou nouvelles, et puis les professions anciennes, alors qui ne sont pas encore constituées en ordre, nous les constituons en conseil de profession. Donc aujourd'hui on a le conseil des professions des opticiens, des thanatoplateurs et j'en passe. La sous-direction, la dernière sous-direction, c'est la sous-direction qui s'occupe des internes et des étudiants hospitaliers. Voilà. Tous les dossiers, les concours des internes sont organisés au sein de la DEPS et donc c'est la sous-direction chargée des internes et des étudiants hospitaliers qui s'occupe de ça. Alors la DEPS, par rapport au sujet que nous avons, en quoi ce sujet en termes de e-santé intéresse la DEPS? Toutes les sous-directions dont je viens de citer, les activités de ces sous-directions-là ont besoin de l'e-santé, donc l'intelligence artificielle, pour pouvoir développer ces activités. Quand je prends par exemple la sous-direction qui s'occupe des guichets, les dossiers de création et d'ouverture des établissements, il est important aujourd'hui que un promoteur qui se trouve à Korogo ou même peut-être au Sénégal et qui veut investir en Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé, qui veut créer soit une clinique, une polyclinique, une infirmerie, puisse avoir les informations sans toutefois se déplacer. Qu'on puisse lui donner les informations nécessaires pour pouvoir constituer son dossier et faire le lancement de son activité. Également, la sous-direction de la réglementation et du contrôle. Aujourd'hui, il y a de la réglementation. Effectivement, si un promoteur veut avoir des informations concernant le cadre juridique des établissements, il n'a pas besoin de se déplacer. À distance, on peut lui fournir ces informations-là. Et également, dans la gestion des données, on a vraiment besoin des startups pour développer les données sanitaires au niveau de la DEPS, que ce soit les données médicales ou les données des établissements. Il est normal qu'aujourd'hui, on puisse savoir combien d'établissements qui existent sur le territoire ivoirien à travers la DEPS. Je pense que ce sont les défis pour nous par rapport à l'e-santé pour développer ces choses. On a des chiffres, mais il faut actualiser ces chiffres-là au quotidien. Et je pense que le facteur e-santé peut nous permettre de développer ces éléments-là de façon continuelle sans fournir assez d'efforts. Et également, les professionnels de la santé, quand j'ai parlé tout à l'heure des étudiants hospitaliers, des internes, qui sont repartis dans les différents hôpitaux, dans nos CHR, CHU, tout ça, je pense qu'avec le système de e-santé, donc la santé digitale, ça peut nous permettre de savoir où ces professionnels exercent. Est-ce qu'effectivement, ils sont en fonction? Donc, ce sont des outils qui peuvent nous permettre de vérifier leur présence effective sur le terrain, sur les différents points d'activité. Donc, voilà un peu, en gros, ce que je pourrais dire sur la DEPS. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, j'ai été pris comme ça, donc je pense que s'il y a des questions, je pourrais encore enrichir un peu cette présentation. Merci à tous et puis voilà. L'examen est réussi. Merci à vous, merci. Bon, on doit commencer, mais il y a quelqu'un ici, si ce n'est pas présenté, ce n'est pas possible, ça ne peut pas passer. Monsieur Kakou, il faut quand même te présenter à la communauté. Oui, monsieur Kakou, je vous appelle. Oui, oui, avec le micro. Parce qu'il y a tous les membres de la communauté là, vous voyez. Et puis on est en direct. Bonjour à tous. Bonjour à la communauté en ligne. C'est un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui. Je suis Julien Kakou. Je suis responsable en politique de santé et financement stratégique chez Roche. Et je suis ici aujourd'hui
pour le lancement des 2 laboratoires digitaux en santé, le Lab Santé Mentale et le Lab Oncologie. En quelques secondes, je vais essayer de présenter Roche Côte d'Ivoire. Roche Côte d'Ivoire était un laboratoire pharmaceutique qui est une filiale du groupe Roche basé en Suisse, qui est une multinationale spécialisée dans la prise en charge du traitement et du diagnostic en cancérologie. Qu'est-ce que nous faisons dans la e-santé aujourd'hui? Pourquoi nous sommes dans le bootcamp? Il est important de rappeler que dans ces maladies, dans ces pathologies qui sont le cancer, la santé mentale, d'autres maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension, que ce soit au niveau international, je veux dire dans les marchés plus matures, dans les écosystèmes plus matures, ou même dans nos pays, en Côte d'Ivoire, dans les pays en voie de développement, le parcours de ces différentes pathologies-là sont très complexes. La santé mentale, par exemple, en France, Alexandra est là, c'est au moins 16 parcours. C'est au moins 16 parcours. Comment on peut suivre un patient atteint de schizophrénie ou de troubles bipolaires quand on sait qu'il a au moins 16 voies de prise en charge? C'est pareil au niveau du cancer. Je prends en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, le cancer du sein. Le cancer du sein est l'une des prises en charge les plus compliquées, les plus complexes. Quand on parle de la sensibilisation, du dépistage, du diagnostic, et quand on arrive au traitement, il y a encore, on prend un arbre décisionnel, on a encore plusieurs branches. Donc on se retrouve aussi à peu près 10 à 15 parcours, car ce sont des pathologies vraiment où il faut être spécialisé, où il faut être personnalisé pour pouvoir donner les meilleures chances aux patients. Donc pourquoi la e-santé dans ces différents parcours-là? Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que la seule opportunité que nous avons avec le digital, c'est de pouvoir connecter ces différentes étapes-là. Je vais juste me concentrer là maintenant sur le cancer du sein, entre la partie de la sensibilisation du dépistage, la partie du diagnostic et la partie du traitement. Vous allez vous rendre compte que c'est différents spécialistes qui interviennent. Et en général, ces spécialistes-là, souvent ne se parlent pas du tout. Alors que la décision thérapeutique, la prise en charge optimale du patient va dépendre de leur expertise commune. Donc aujourd'hui, avec la e-santé, avec les laboratoires digitaux que nous voulons lancer avec ce bootcamp et avec e-éco-santé, Afrique francophone, c'est quelles solutions mettre en place, quelles solutions qui sont déjà en place et qui vont permettre de connecter ces différents parcours-là et surtout de donner les meilleures chances aux patients dans ces maladies graves ou ces maladies chroniques-là dans notre environnement. Juste quelques chiffres, hein. Pour qu'on puisse voir un peu l'intérêt. J'avais prévu de parler pas longtemps, mais c'est très intéressant en fait de vous partager ces informations pour comprendre l'intérêt aujourd'hui de mettre le digital dans la santé, surtout dans les maladies chroniques ou les maladies graves. Je prends le cas du cancer du sein. En 2014, le cancer du sein, c'était pratiquement 25% des femmes qui arrivaient tôt au dépistage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit quand ils arrivent 25% qui arrivent tôt, c'est pour dire que c'est 75% qui arrivent tard. C'est bien ça? 75% qui arrivent tard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chances de survie sont très limitées. Donc il est important aujourd'hui d'avoir des outils de communication, des outils digitaux pour aller chercher les femmes qui sont jusque dans la périphérie. D'ici à Abidjan jusqu'à Tengrela, au dernier point en fait, de la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, les ONG aujourd'hui ont beaucoup travaillé. On a fait des caravanes, elles se sont déplacées, on a fait pas mal de choses aujourd'hui. On va pendant Octobre Rose. Quelle est la difficulté qu'on rencontre à ce jour-là? Ce sont les données. Comment pouvoir collecter ces données-là, avoir des données propres, les utiliser pour aider nos décideurs à prendre les meilleures décisions, à prendre les meilleurs investissements. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, cet après-midi, je pense qu'on va présenter l'Oncologie Lab dans lequel on a une solution qui a été développée par Kérine, son CEO est ici présent, je salue M. Richemont, voilà, qui permet aujourd'hui, sur la base d'un chat, sur la base d'une tablette, de pouvoir aller faire du triage et orienter les femmes les plus à risque jusqu'au plus profond de la Côte d'Ivoire. C'est simple, c'est 3 minutes et cela permet de voir les femmes à risque et de les orienter le plus rapidement possible et d'augmenter, on va dire, ces femmes, tout à l'heure je parlais de 25% qui arrivaient tôt, de les emmener les 3 prochaines années jusqu'à 60%. Et quand on arrive à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On sauve plus de vies. Et quand on sauve plus de vies, là on parle de femmes, on parle de mères,
on parle de filles, on parle, on va dire, de l'avenir. Et un autre point qui est super important dans notre contexte ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est surtout que le cancer du sein apparaît plus tôt. Au niveau international, les normes, c'est 45 ans. En Côte d'Ivoire, il y a 25% de cas qui apparaissent avant 40 ans. Et ces cas-là, en fait, ne peuvent pas aller à la mammographie avec ces rayons. Donc, comment on les capte? C'est avec le digital, c'est avec la e-santé, c'est avec ces solutions dont nous sommes en train de parler. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà pourquoi aujourd'hui Roche, en Côte d'Ivoire, accompagne, on va dire, ce bootcamp-là pour pouvoir supporter ce parcours patient pour ces patientes atteintes de cancer du sein en priorité et aussi le reste de l'écosystème avec la santé mentale et tout ce qu'on peut voir en fait comme maladie chronique pour pouvoir donner les meilleures chances aux patients et surtout rendre le système plus efficient. Je vous remercie. Merci, boss. Merci à Julien, merci à Roche, à son DG qui n'a pas pu être là, mais qui a délégué Julien aussi à être présent et qui accompagne également. Merci infiniment. Maintenant, c'est Oncolo Lab aussi, le tout début de comment ça commençait. Il n'a pas voulu le dire, mais bon, Liba, c'était là aussi au départ. Et c'est justement à cause simplement de ce Oncolo Lab seulement. Dès lors qu'il a vu lancement Oncologie Lab, il dit, je prends mon billet, je viens à Abidjan. Il faut que ce projet-là, on avance ensemble. Parce que c'est un projet, pas seulement Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment une envergure régionale. Et c'est ça qui est important. Alors, sans plus tarder, les gens en ligne m'écrivent, me disent, mais Alexandra commence à quel moment? À quel moment ça commence? Les sages-femmes écrivent, il y a des infirmières dans mon book dedans, on va commencer Alexandra. Mais je vous dis qu'elle est formatrice, elle est consultante, elle est enseignante. Donc, elle m'a envoyé une rame de papier ce matin. Elle dit, il y a des exercices. Elle m'a envoyé une boîte de stylos ce matin. Elle dit, il y a des exercices. Donc, si vous pensez avoir laissé les devoirs pour arriver ici, c'est raté. Il y a quelque chose. Mais bon, après, il y a des recharges, il y a des t-shirts, il y a d'autres gadgets. Je sais que c'est... Qui a reçu la recharge d'hier, là? Bon, aujourd'hui, on dit qu'ils vont envoyer beaucoup. Pourtant, c'est vendredi, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que ça sera plus que de la recharge. Ça peut être un Momo qui arrive. Donc, il faut vraiment être très attentif. Et ceux qui sont en ligne, par moment, s'ils veulent intervenir, Alexandra, je vais me tenir juste à côté et regarder s'il y a des personnes qui lèvent la main. Je te tiendrai au courant puisqu'ils puissent intervenir. C'est pour toi aujourd'hui. Merci, Alexandra. Alors, avant de commencer, je vois que d'autres personnes nous ont rejointes. Donc, je vais me représenter. Je suis Alexandra Lagari-Gangueta. Je suis consultante dans le domaine sanitaire et médico-social en France. Je suis consultante et je suis également formatrice auprès d'établissements de santé et d'équipes soignantes. Voilà. Je travaille essentiellement auprès des directions d'établissements pour l'amélioration des pratiques professionnelles, pour une prise en charge efficiente des patients dans des critères de qualité, de sécurité des soins tels que la Haute Autorité de Santé en France nous le recommande fortement, puisque de toute façon, sinon les établissements de santé ne peuvent pas fonctionner si les établissements ne sont pas évalués et certifiés. Donc j'interviens dans ce cadre-là. Et comme je le disais tout à l'heure, mon terrain d'observation d'observation des pratiques professionnelles et d'amélioration continue des pratiques professionnelles, c'est le suivi du patient à distance. Et je collabore également avec les établissements de santé sur comment est-ce qu'on gère des programmes d'éducation thérapeutique dans lesquels on inclut des patients par rapport à certaines pathologies chroniques telles que le diabète, le VIH et les maladies cardiovasculaires par exemple, et comment à distance ces patients-là peuvent être suivis avec la meilleure prise en charge possible et en toute qualité et sécurité des soins, comme si finalement ils étaient hospitalisés en établissement de santé. Sauf que là, le suivi est souvent plus confortable à distance pour la personne. Donc on va le voir tout à l'heure. En France également aussi, il y a des critères qui peuvent être discriminants ou freinants, tels que la compréhension de la maladie, la stigmatisation.
Donc j'interviens, il m'arrive encore maintenant d'intervenir au plus près du lieu de vie des patients, c'est-à-dire à leur domicile. Et j'ai même eu des patients qui étaient inclus dans ces programmes-là, qui étaient sans domicile fixe, et j'effectuais les entretiens, les diagnostics de programmes d'éducation thérapeutique dans ma voiture pour garantir la confidentialité des informations. C'est pour vous dire, et on va commencer d'ailleurs cette masterclass 100% féminin sur cet aspect-là, sur le consentement du patient et comment est-ce qu'on peut lui garantir la confidentialité des informations qu'il va nous livrer, qu'on soit professionnel de santé ou qu'on soit également créateur de plateformes numériques. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vous propose un premier petit exercice. Donc là, on va parler de leadership au féminin et de santé digitale. Dans la salle, il n'y a pas que des femmes et c'est tant mieux. C'est super même. Et bien au contraire, ça va même interroger, surtout s'il y a des médecins présents ou des professionnels de santé hommes, professionnels paramédicaux ou médecins. Ça va interroger également, on va commencer cette masterclass par interroger un peu nos pratiques professionnelles. Le premier aspect, en fait, pour qu'un patient s'approprie, enfin en tout cas pour qu'il soit compliant par rapport à sa santé, pour développer des liens de confiance, pour qu'il puisse se livrer à vous, il faut qu'on lui garantisse quoi d'après vous? Qu'est-ce qu'on doit garantir à un patient, à un usager? Parce que finalement, on est tous usagers du système de santé et pas forcément traités pour des maladies chroniques, mais en tant que consommateurs d'un système de santé, nous sommes tous usagers. Mais qu'est-ce qu'on doit garantir à la personne, selon vous? Merci. Selon moi, pour donner une garantie, la première des choses, c'est de lui donner un accueil vraiment qui d'abord va lui permettre qu'il est au bon endroit suite à son état d'entrée de jeu. Donc il faut qu'il ait confiance en la personne auprès de laquelle il va se livrer. Il va parler de son vécu, l'expérience du vécu en tant que personne, parce qu'une personne, ce n'est pas une maladie, hein, mais en tant que d'abord personne, et puis également comment en tant que personne j'intègre ma maladie, ou en tout cas mon besoin en santé, l'instant présent. Ça s'appelle comment ça, ce premier niveau de... Comment ça peut s'appeler? Si on peut appeler ça l'accueil. Alors après l'accueil, on s'est dit bonjour, on va essayer de poser un cadre qui va être sécurisant pour la personne, pour l'usager, mais il y a un terme bien précis et qui est directement lié en plus avec les droits des usagers et avec la manipulation, je dis bien la manipulation, ou en tout cas l'utilisation des informations confidentielles du patient. Je voudrais parler de la confidentialité. Alors la confidentialité des informations, c'est très bien. Et en fait, on va parler du consentement. Donc ma première question pour vous, pour ouvrir cette masterclass, c'est quoi pour vous le consentement ? Bonjour à tous, je suis Quadio Ruth Pascal. Le consentement, c'est l'accord de volonté entre deux personnes.
c'est également ça, le consentement, c'est quand quelqu'un accepte volontairement d'écouter. Donc on a d'abord le consentement, donc c'est un accord entre deux personnes. Mais moi, pour que je sois d'accord avec ce qu'un médecin me dit, ce qu'un médecin me dit, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme information? Bonjour. Pour que quelqu'un soit d'accord avec ce que le médecin dit, il doit être informé de tous les risques qu'il doit prendre. Très bien. Donc on est bien sur l'information, la qualité de l'information. Il faut que l'information délivrée soit transparente. Il faut que l'accord de l'usager soit volontaire, spontané. Pour qu'on ait son consentement, et on va parler de consentement éclairé, et c'est très bien votre intervention, parce que quand on parle de consentement éclairé, c'est-à-dire que je suis en capacité, je fais preuve d'autonomie, je suis en capacité de montrer que j'ai bien compris les informations qui me sont données, j'ai bien pris la mesure des risques si jamais je refusais tel ou tel traitement ou tel parcours de soins, d'accord ? Et que je peux également me rétracter, retirer mon consentement à tout moment. Donc ça, c'est extrêmement important d'expliquer ça auprès de nos patients afin qu'ils comprennent que nos échanges sont complètement confidentiels. Et c'est toujours comme ça que je cadre un échange avec un usager. Les échanges sont confidentiels. Ce qui reste dans la salle, je dis toujours aux patients, ce qui reste dans la salle va rester dans la salle. Et la confidentialité, le consentement va même, en tout cas en France, le patient a des droits qui, jusqu'à la fin de ses jours, même quand il n'est plus en capacité de parler, il a encore des droits qui permettent de garantir son consentement et la confidentialité des informations. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important, parce que si un patient, pour plein de raisons, de freins qui lui sont propres, ne comprend pas, parce qu'il ne comprend pas la langue, par exemple, parce que le professionnel de santé ne s'adapte pas à l'usager, il ne va pas être en capacité de donner son consentement, ou en tout cas son consentement ne sera pas entier, il sera partiel. Et du coup, on n'est pas dans le respect ni de la personne, ni de son autonomie, c'est-à-dire de ses capacités à faire des choix pour lui-même et des choix éclairés. Et là, on va voir, et je pense que les professionnels de santé dans cette salle ont déjà été confrontés à ces situations-là. Comment est-ce qu'on peut garantir, vérifier le consentement d'un patient quand il ne comprend pas bien ce que vous lui dites, en fait? Donc, on va réfléchir là-dessus. On continue. Alors, pour les prochains exercices, on va parler de compétences dans la relation de soins, et on va parler du care. Est-ce que vous savez ce que c'est le care? Et on a tendance à l'opposer à un autre concept en santé. Est-ce que ça vous parle, le care? C'est l'approche centrée patient. Est-ce que ça vous parle? Alexandra, s'il te plaît, on me demande si ceux qui sont en ligne peuvent participer à répondre à tes questions. C'est possible? Bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. Merci. Oui, oui. Donc l'approche centrée patient, c'est le care, c'est-à-dire qu'on va être essentiellement la prise en charge du patient, nos échanges avec le patient, et la finalité de l'accompagnement va être centrée sur le bien-être du patient, son confort, et on va parler de santé globale. Et on a tendance à opposer le care au cure, qui est un autre concept, donc anglo-saxon également,
qui lui va plutôt viser la prise en charge thérapeutique. Et c'est pour ça tout à l'heure, quand M. Kakou intervenait, il n'y a pas que la prise en charge thérapeutique, il y a également tous les soins de support qui sont importants. Et là, on est directement sur le care, c'est-à-dire comment on accompagne le patient sur son bien-être. On sait que les patients qui vont utiliser les appareils connectés, ce sont des patients qui ne vont pas guérir. Ce sont des patients qui souffrent de maladies chroniques, ce sont des maladies incurables. Ils vont vivre avec, ils vont apprendre à vivre avec et ça va impacter leur quotidien, leur qualité de vie, leur manière d'être au sein de leur couple, au sein de leur famille. Toute leur participation à la vie sociale va être impactée. Et donc, dans ce premier concept du care, puisqu'on va surtout travailler là-dessus, il y a essentiellement des valeurs, des compétences, des concepts essentiellement féminins, figurez-vous, qui interviennent dans tout ça. Est-ce que ça vous parle, par exemple, l'autodétermination en santé, l'empathie, l'écoute active, l'empowerment? Ce sont des valeurs essentiellement féminines. Déjà, c'est une. C'est forcément féminin, mais en même temps, on est dans toute la douceur, en fait, féminine. Dans les foyers, ce sont les mères veilleuses, en 2 mots, qui interviennent, qui sécurisent monsieur, qui est souvent lui-même le mari, un autre enfant, hein. Et puis il y a les enfants aussi, et puis il y a la famille à plus large échelle, et c'est souvent la femme qui est responsable de la santé de tout le monde, et puis elle a tendance un petit peu à s'oublier, la femme. Mais nous, on va essayer justement, par rapport à un petit exercice, je vais vous parler de l'histoire de Hawa, et par rapport à un petit exercice, à la situation de Hawa, son histoire, on va essayer de remobiliser ces valeurs-là et voir comment nous tous, et nous toutes, donc c'est pour ça que hier je disais, en fait, ce n'est pas une question de genre, mais c'est une question d'approche en santé. Et c'est une approche qui est essentiellement enveloppante, pleine de douceur. C'est ça le care. Et le cure, c'est plus, allez, il faut guérir, il faut soigner, il faut traiter la maladie. Sauf que le care, on va être sur une approche qui est plus enveloppante et plus une approche centrée patient et plus globale. Donc pour le deuxième exercice, je vais vous demander de vous répartir en 3 groupes, s'il vous plaît. Et je voudrais que les groupes soient assez équilibrés, qu'on n'ait pas tous les étudiants d'un côté, tous les professionnels de santé de l'autre, qu'on n'ait pas que des hommes d'un côté, que des femmes de l'autre. Je veux vraiment que ce soit assez hétérogène, assez équilibré quand même. Vous vous mettez où? Pendant que les gens se mettent en groupe, je veux demander aux membres de la communauté en ligne si par moment vous avez des réponses aux questions d'Alexandra, de faire comme on le fait dans les sessions école, lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Si vous voulez intervenir également, vous nous faites signe. Merci.
c'est vrai, les filles, il faut vous répartir, mesdames. On a besoin de vous. Surtout à cette masterclass. Est-ce que tout le monde est installé? Alors, on va dire que le sous-groupe 1, c'est vous. Notez votre question. Vous allez devoir y réfléchir ensemble. Votre première question, c'est l'interface numérique. Et dans la question, vous nous expliquerez c'est quoi les informations confidentielles, les données confidentielles d'une personne. Et enfin, notre troisième groupe. Comment est-ce que vous pouvez rassurer un patient sur le suivi à distance de sa maladie alors que son accès au matériel et au réseau est limité? Ça veut dire qu'il va y avoir une fluctuation dans la transmission des données. Il est 10h39. Il est 10h39. Je répète la question. Comment est-ce que vous pouvez rassurer un patient sur le suivi? Elle va répéter la question. Donc, si vous pouvez être attentif, elle répète toutes les questions. Vous pouvez être attentif? D'accord. Alexandra, Alors, tu peux y aller. Je reprends d'abord la question pour vous et ensuite groupe 1, groupe 2. Donc, pour le groupe 3, pour vous, votre question, c'est comment vous pouvez rassurer un patient sur son suivi à distance, donc le suivi à distance de sa maladie chronique, hein, d'accord, lorsque son accès au matériel et au réseau est limité, ce qui signifie qu'il va y avoir une fluctuation dans la transmission des informations. D'accord? Je reprends pour le groupe 1. Le groupe 1, vous avez besoin que je vous redonne la question? C'est bon? Exactement. Très bien. Le groupe 2, est-ce que vous avez besoin que je vous redonne la question? Oui? Comment est-ce que vous pouvez vous assurer du consentement d'un usager qui est réticent à communiquer des informations confidentielles via une interface numérique? Donc il est 10h41, 11h moins 5. Est-ce que ça vous va? 11h moins 5. On restitue à 11h moins 5. Alexandra? Oui? On a quelqu'un en main qui a levé la main. Oui. Est-ce que cette personne répond à une question et puis qu'elle garde et qu'elle réponde en ligne? Qu'est-ce que je fais? On attend. Elle garde sa réponse. Et au moment de la restitution. On verra au moment de la restitution. D'accord. C'est bon pour toi, Corinne? D'accord, c'est bon pour moi.
Allô, Madame Corinne. Alors, Marie-Claire, je pense que tu vas garder ta réponse. J'ai vu que tu as levé la main. Et tout à l'heure, ou bien même j'ai vu Docteur Kevin, toutes les personnes qui nous répondent, je vais revenir en ligne. Numéro 1. Corinne, je pense qu'il faut mettre les questions sur le chat, s'il te plaît. Corinne. D'accord, c'est parfait. Il faut mettre les questions sur le chat. Merci. D'accord, merci. C'est ce que je voulais faire comme suggestion. La question pour le appeler. Merci. Oui, Docteur Kevin. Je voulais suggérer de nous mettre la question sur le chat et de rappeler à tous qui sont en ligne. D'accord, c'est parfait. Je le fais. À tout à l'heure. Je le fais. Alexandra? Est-ce que tu vas réussir à me lire? Non, elle a écrit. C'est une personne qui... La communauté en ligne, nous sommes en train de saisir les questions pour les mettre dans le chat. Une fois que c'est fait, comme Dr Kevin a demandé, je vais le lire. Question pour le groupe 1. Comment peut-on vérifier le consentement chez une personne qui ne comprend pas ma langue? C'est juste que je rappelle. Comment peut-on vérifier le consentement chez une personne qui ne comprend pas ma langue? Pour les autres questions en ligne, on arrive.
Question du groupe 2, c'est comment s'assurer du consentement d'un usager réticent à communiquer des informations confidentielles via une interface numérique. Alors, les personnes en ligne, les questions sont dans le chat. Vous pouvez regarder pour pouvoir répondre. Et ceux qui sont en présentiel, je crois qu'il ne reste même pas 5 minutes pour les réponses. Question pour le groupe 3, c'est comment rassurer un patient sur le suivi à distance de sa pathologie chronique lorsque son accès au matériel et au réseau est limité. Merci. Donc, dans le chat, on a les questions pour les 3 groupes. Donc, vous réfléchissez en groupe aussi. On vous donne 5 minutes et on va revenir vers vous tout à l'heure. Alors, on restitue dans 2 minutes. Je souhaiterais que chaque sous-groupe, s'il vous plaît, je souhaite que chaque sous-groupe soit représenté par un porte-parole pour la restitution.
Je vous propose de restituer, si vous avez fini d'échanger au sein de vos groupes, on va restituer pour qu'on puisse continuer à avancer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Encore 2 minutes? Vous êtes prêts? D'accord. Qui c'est le représentant chez vous? Qui c'est le représentant chez vous? D'accord. Quelques secondes. D'accord. Et ici? Et ici? Ok. On procède à la restitution. Intéressant. Parce que répondez-moi à la question, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il y a un formulaire, par exemple officiel, sur lequel, en Côte d'Ivoire, on désigne une personne de confiance? Est-ce que ça existe? Un formulaire officiel sur lequel, moi, je vais désigner une personne de confiance, et si dans une semaine, je ne veux pas que cette personne de confiance soit cette personne de confiance, comme ce n'est pas gravé dans le marbre, comme pour le consentement, eh bien, je décide que cette personne de confiance, je la change, et ainsi de suite. Et comment je tiens informer les professionnels de santé, en tout cas toutes les personnes qui sont organisées sur mon parcours de soins, comment est-ce qu'ils peuvent être informés de cette personne de confiance? Alors déjà, premièrement, ma première question, est-ce que le formulaire existe, un formulaire officiel? Est-ce qu'on est plus sur de l'informel? Non. Oui, sur la santé, oui. Bon, en tant que médecin pédiatre, par exemple, lorsqu'un enfant ne peut pas prendre des décisions, ce sont ses parents qui prennent les décisions à sa place. Mais on peut dire qu'il ne peut pas décider, c'est le tuteur légal. Mais en juriste, il y a, par exemple, tu peux donner ta voix à une personne, c'est-à-dire cette personne me représente, il y a un document légalement, il y a une procuration que tu peux signer pour dire cette personne va faire ses courses à ma place ou bien va me représenter à la banque ou bien dans les documents administratifs. Il y a une procuration en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas si c'est...
Donc on est dans un cadre juridique, mais pas spécialement sur la santé. Donc finalement, ça n'existe pas, on est plus dans un cadre informel. Est-ce qu'en ligne, vous... Restez avec nous. Est-ce qu'en ligne, vous voulez intervenir sur le sujet? Ouvrez vos micros. Ok, bonjour. Bonjour. Je suis Monsieur Gorebi. Allô, on m'entend? Allez-y, monsieur. D'accord, je suis responsable suivi et évaluation d'une organisation de la place. Il y a un document, comme le docteur vient de le dire, il y a un consentement qu'on donne. Pour les enfants mineurs, il y a le consentement d'assentiment. C'est un document qui est rédigé et qui fait signer une personne adulte répondant pour l'enfant. Et il y a un document de consentement éclairé, mais de consentement qui est signé par la personne majeure qui donne son accord pour les activités que nous allons mener auprès de cette personne-là. Donc, ce sont ces deux documents-là qui existent. Merci. Est-ce que tout le monde a entendu l'intervention? Est-ce que Je crois que le docteur Kevin a levé la main aussi. Madame, pour moi, si je veux revenir un peu sur ce que le docteur a dit, il est allé plus sur le volet des enfants. Pour dire que si on veut faire une prise en charge sur des enfants, ça se fait avec le consentement des parents. Mais je pense que plus ici, on n'est pas plus sur le volet des enfants, mais plus d'une personne, on peut dire majeure déjà. Voilà. Donc je pense qu'ici, ce n'est pas sur le volet des enfants. C'est ça. Donc finalement, on est sur une désignation plutôt informelle entre deux adultes, puisque là, on parle d'un adulte. Pour les enfants, c'est normal que ce soient les représentants légaux. Donc souvent, ce sont d'abord les parents qui sont les personnes de confiance de l'enfant. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir? Oui. Moi, je voulais bien intervenir pour savoir exactement, parce que la question qui a été posée, apparemment, elle n'est pas bien comprise. Bon, je ne sais pas si c'est eux ou c'est moi, mais je veux intervenir dessus. Moi, j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il y a un document formel au niveau de la santé qui permet d'avoir le consentement d'un usager? Je pense que c'est ça la question. Alors, ce n'est pas le consentement, c'est la désignation de la personne de confiance si la personne n'est pas en capacité de comprendre ce qu'on lui dit. Voilà. Donc, je pense que à l'unanimité, on n'a pas bien compris la question. Voilà. Donc, je crois qu'on ne va pas s'éterniser. Il y a le docteur Kevin qui a levé la main pour voir. Oui, je ne sais pas si c'est pour revenir dessus. Oui, merci. Je pense que c'est la même chose au Togo. Il n'y a pas un document formel comme ça au niveau du ministère qui permet à une personne de désigner officiellement sa personne de confiance. La seule chose qu'on a, et c'est quelqu'un qui est aussi dans la salle, c'est que c'est lorsque un patient n'est plus en accord avec le traitement, il veut partir, là, il signe une décharge. C'est son papa qui signe une décharge. Et décharge de responsabilité. C'est ça. Donc, c'est ce que nous avons. Donc, c'est ce que vous êtes en train de dire peut être un élément d'amélioration par rapport à ce que nous pouvons avoir comme peut-être cet aspect-là. Merci. C'est un aspect effectivement qui me semble important, qui fera peut-être l'objet de discussions en privé si vous voulez, mais en tout cas c'est vraiment, à mon avis, un élément central, d'autant qu'à côté de la personne de confiance, il y a également la personne à prévenir. Et les fonctions, on ne dit pas la même chose. Donc en tant que professionnel de santé, on n'informe pas on ne donne pas les mêmes informations à la personne de confiance qu'à la personne à prévenir. Mais on va continuer, on va avancer parce que
la masterclass est assez dense et il y a d'autres surprises qui sont prévues, mais en tout cas, c'est des pistes de réflexion qu'on va pouvoir continuer à explorer. Est-ce que vous voulez compléter votre intervention? Non, madame, c'est tout. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Le groupe 2. Alors, bonjour à tous, je suis M. Bamba, auditeur, ingénieur des techniques sanitaires, option santé publique. Donc, je vais intervenir par rapport au thème du groupe 2, qui était le suivant. Comment s'assurer du consentement d'un usager réticent à communiquer des informations confidentielles via une interface numérique. Alors, c'était là la première partie. Ayant réfléchi sur ce sujet, nous avons dit que la question d'interface numérique, elle reste vaste. Donc, pour pouvoir arriver à cela, au résultat que la question veut nous amener, il faudrait privilégier les interfaces qui permettent aux patients de voir le soignant de façon directe. Parce que parlant d'interface numérique, ça peut être un chatbox derrière lequel le patient ne sait pas qui se cache. Mais si on privilégie des pistes de vidéoconférence, par exemple, d'interface où le patient peut voir le soignant, ça peut vraiment être intéressant pour amener le patient à avoir une confiance en la personne qui est en face et l'amener vraiment à pouvoir divulguer des informations qu'il faut. Un autre élément, il faudrait, je continue ou vous oui, ok. Un autre élément, il faudrait pour ce soignant-là pouvoir soit d'abord faire comprendre au patient qu'il est vraiment la personne idéale pour son problème qu'il présente et aussi, si possible, l'amener avec certains témoignages, peut-être d'autres usagers, à se dire qu'il est au bon endroit. Et généralement, les réticences au niveau des patients peuvent s'expliquer par le fait que le patient ignore le devenir des informations qu'il va divulguer. Donc, il faudrait lui expliquer ce circuit de l'information-là pour lui rassurer que ces informations ne seront pas utilisées dans un cadre autre que celui de sa santé et que la chose sera bien contrôlée. Cela aussi on peut acter cela peut-être à travers un formulaire d'engagement qui est signé par soit le soignant ou la structure, qui peut être transmise au patient de façon numérique, qu'il va peut-être contresigner pour le rassurer. Quand il a un document en main, sachant que cela garantit cette confidentialité et que peut-être après ce document, s'il y a une fuite de données, il peut porter plainte, ça peut aussi le rassurer, à aller dans la divulgation vraiment de ces informations-là. Donc voici quelques éléments de réponse sur lesquels nous avons pu réfléchir. Et bon, avec les échanges, peut-être que nous pourrons apporter d'autres éléments, et avec mon groupe également. On va s'arrêter là pour l'instant, et la parole est à vous. Merci de votre intervention. Merci beaucoup. Donc selon vous, Salim. il faut... Salima, s'il te plaît. Après ça, la question 2, il y a aussi quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un en ligne qui a veut donné une intervenir. réponse. Badio Marie-Claire. Je ne sais pas, Marie-Claire, si tu veux toi-même parler ou tu veux que je lise. Marie-Claire, alors ce qu'elle a écrit, c'est que reconnaître la réticence et valider les émotions tout en expliquant clairement ces données confidentielles et pourquoi elles sont collectées et qui aura accès à ces données. Voilà ce qu'elle a dit. Okay, très bien. Il y a Salima qui a levé la main, mais bon, je te laisse finir d'abord. Donc, selon vous, monsieur, le groupe, en fait, garantir la confidentialité, c'est permettre à la personne de vous voir en tant que professionnel de santé, qu'elle vous voit. Mais si vous filmez le voisin, comment est-ce qu'elle va s'assurer qu'en ligne, c'est pas le médecin, c'est pas l'infirmière qui est en ligne? Comment est-ce qu'elle va s'assurer que de l'identité de la personne, du professionnel qui est en ligne? Comment est-ce qu'elle s'assure de l'identité de la personne qui est en face? D'accord. C'est ce que nous avons dit.
D'abord, le fait de voir la personne, c'est un premier pan. Mais après, comme on l'a dit, la personne doit pouvoir se présenter à l'usager et lui prouver ce qu'on lui dit en termes de présentation. Voilà, ça peut être... Parce que déjà, si on est dans une structure, voilà, cela peut déjà rassurer le patient. Mais s'il y a lieu de prouver ce que nous sommes en train de dire, je pense que cela est vraiment simple. C'est ce qui fait que généralement dans les bureaux, vous verrez parfois que les gens peuvent accrocher un exemplaire ou de leur diplôme tout juste derrière, voilà, la caméra pour que l'usager, sans même qu'on ne lui dise quelque chose, puisse voir déjà une certaine assurance. Donc peut-être une carte professionnelle Voilà, en ligne, par exemple, une carte professionnelle en ligne, que l'usager peut consulter Justement. pour être sûr qu'il s'adresse bien au médecin ou à l'infirmière. Effectivement, c'est l'idée. Ok. Accompagné de la photo bien signé. Et l'idée du formulaire en ligne à signer ou à cocher. Vous savez, il y a des formulaires à cocher. J'autorise la transmission de mes données, etc. On va parler du secret partagé également, c'est-à-dire que tout ce que je vais dire aux professionnels de santé, ça va rentrer, ça peut être utilisé pour améliorer mon suivi de santé, et donc je vais pouvoir les partager en tant qu'infirmière, par exemple, avec le médecin, pour pouvoir améliorer le suivi de santé du patient. C'est ça. C'est ce que nous avons résumé par les circuits de l'information. Voilà, montrer à l'usager le circuit que l'information va prendre du début jusqu'à la fin pour le rassurer qu'il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de personnes extérieures qui aura accès à ces informations confidentielles. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir dans la salle? Oui, docteur. Et ensuite, je prendrai les commentaires en ligne. Oui. D'accord, moi, mon intervention, je suis vraiment d'accord avec tout ce que le frère a dit, mais il faut savoir aussi qu'il y a des plateformes qui ne sont pas sécurisées. Par exemple, WhatsApp, Zoom, tous les réseaux sociaux qu'on a, ce ne sont pas des plateformes sécurisées pour faire de la consultation en ligne. Donc, le patient, déjà, pour se rassurer qu'il est dans une visioconférence sécurisée, tout va dépendre d'abord des règlements qui ont été mis pour l'inscription des médecins via cette plateforme. Il faut que, comme dans la politique de confidentialité, lorsqu'on se connaît sur une plateforme, on peut dire que les médecins qui sont inscrits sur cette plateforme, leur identité ont été déjà vérifiées auprès des différents ordres. Donc, le patient sait que sur cette plateforme-là, si un médecin s'inscrit, son identité a été déjà préalablement vérifiée. Et deuxièmement, si c'est une plateforme qui est proposée par un centre de santé qu'il consulte, il sait que ce centre de santé garantit la viabilité ou la sécurité de ces données via cette plateforme-là. Donc, il pense, mais on ne peut pas faire une consultation sur des réseaux non sécurisés, comme on a l'habitude de faire de manière informelle via WhatsApp, Telegram. Ce ne sont pas des consultations sécurisées. Ça veut dire que l'accès même aux salles de consultation virtuelles doit être avec des mots de passe extrêmement sécurisés, etc. Avec des renvois peut-être sur l'adresse mail pour sécuriser la salle de consultation virtuelle, l'accès à la salle de consultation virtuelle. C'est ça. Ok, très bien. Merci, docteur. Merci de votre participation. En ligne, est-ce que j'ai des participants en ligne? Je vois Salima qui a levé la main. Salima? Oui, alors rebonjour Alexandra. En fait, voilà, pour cette deuxième question, elle est en deux parties. D'abord, on va s'intéresser à l'usager lui-même. Donc, c'est le principe de l'autodétermination. En fait, on doit lui expliquer qu'il a toujours la main sur le contrôle des données. Les données qu'il inscrit lui-même en données confidentielles. Salima, ne dévoile pas trop de choses sur l'autodétermination, s'il te plaît. C'est mon exercice qui suit. En fait, Salima a anticipé sur le prochain. Allô, Salima? Salima? Salima, on ne t'entend plus? Ah non, non, c'est pas elle. Il y a un problème de connexion ici. Non, non. C'est ici. C'est ici. Je pense qu'il faut prendre ici, on va revenir. Allez, le groupe 3, s'il vous plaît. Salima? Oui. Oui,
Oui, Corinne. Donc, j'aimerais juste, parce qu'on a un professeur qui est présent, qui a beaucoup d'expérience justement et qui avait un petit élément à rajouter. Donc voilà, j'aimerais beaucoup dans ta masterclass Connovation, professeur Dali qui est présent avec nous. Voilà. Venez nous éclairer, professeur. Merci bien. Je suis le professeur Dali. Voilà, donc, je suis professeur de pharmacie. Mais je voudrais revenir sur 2 points dans les événements qui ont été donnés tout à l'heure. Moi, en fait, je crois que la question du premier groupe tout à l'heure était en rapport avec l'aspect confiance. Pour moi, l'aspect confiance est très important sur la base de ce qu'on a comme culture déjà. Parce que la personne de confiance, pourquoi généralement, parce que vous, à un certain niveau, vous parlez des formulaires. Mais pour moi, la personne de confiance qui peut être intermédiaire dans tout ce qui se passe, c'est la personne qui ne fait pas partie de l'entourage immédiat. Parce que dans l'entourage immédiat, l'information risque de diffuser sur la nature de la maladie du patient. Parce que si je dois aller, on doit interpréter un bilan biologique pour me dire que je suis séropositif ou alors j'ai un VIH. Non. L'interprète risque d'être celui-là qui va être le griot. Donc là, ça pose problème. Parce que le thème de confiance, voilà comment j'ai entendu. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, vous abordez un aspect culturel qui est très fondamental dans toutes nos approches en santé, dans un contexte africain. L'autre élément aussi, c'est de pouvoir prendre en compte, parce que j'ai vu le docteur tout à l'heure qui a parlé de consultation, de codification de la plateforme. Généralement, le trafic, sinon, tout ce qu'il y a comme aléa autour de ce qu'il y a comme élément incertain, c'est-à-dire que celui qui est au bout du fil, généralement, on ne sait même pas si c'est le médecin ou pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans les services, il y a beaucoup de personnes qui sont introduites, qui s'y connaissent, mais qui ne sont pas véritablement ces personnes agréées pour accomplir cette tâche. Donc, je proposais tout à l'heure qu'il est aussi important, au-delà des médecins, de pouvoir adjoindre certaines personnes qui ont des structures fixes où le patient, s'il ne sait pas ou bien s'il n'a pas un certain nombre d'informations, a la possibilité de s'y rendre, où on a toujours quelqu'un de fiable qui est là, dont on sait que sa structure est là. Donc, cet élément-là peut être pris en compte dans tout ce qu'on a comme débat pour pouvoir donc fiabiliser, permettre. Et puis, justement, le e-santé, je voulais revenir là-dessus aussi. Le e-santé, c'est l'actualité. C'est le moment. Et cela permet donc de pouvoir aider même dans l'aspect nutritionnel même de l'enfant. Parce que tout se fait sur la base de l'oralité. Savoir, par exemple, que vous devez donner, sinon vous devez allaiter l'enfant chaque 3 heures. Mais chaque 3 heures, comment on évalue ces 3 heures-là? Donc, c'est de façon empirique. On dit, bon, d'accord, ça a duré un peu, j'étais là tout à l'heure. 3 gestes ou bien 4 mouvements après, ça doit faire environ 1 heure, donc il reste 2 heures. Donc, avec le e-santé, on ne peut pas évaluer les choses de façon empirique. Donc, ce sont des éléments qu'on peut vraiment permettre donc, de mettre sur pied pour que véritablement, on ait une avancée, une certaine précision. Même au niveau de la médication, il n'y a même pas de précision. En termes de conservation de tout ce que nous faisons, il n'y a même pas de précision. Donc, je voudrais vraiment permettre donc, de pouvoir insister sur ce fait-là, que c'est l'actualité du moment, donc il est important qu'on trouve des artifices ensemble, que les uns et les autres puissent être fiables. Ainsi que la réalité de chaque patient, de chaque individu. Voilà. C'est les singularités, les particularités qui sont importantes. Et justement, quand on parle de globalité en santé, et notamment dans la santé digitale, il ne faut pas oublier l'humain et la personne qu'on a derrière. La maladie, par exemple, le diabète, c'est le diabète, sauf que la personne que j'ai derrière une interface numérique,
elle n'a pas la même approche de la maladie, elle n'a pas la même compréhension, elle n'a pas les mêmes croyances, etc. etc. C'est très intéressant, professeur. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis, voilà. Peut-être encore, ils sont infirmiers, mais moi, je dispense des cours ici, avec, à l'école de base, des techniciens de santé, des supérieurs. Donc, je connais un peu le milieu. Et puis, l'autre élément, je voudrais que le prochain bootcamp se fasse à l'université de Bondoukou. Hein? Voilà. Voilà. Salima Domo. Procès. Donc, je vous tends la pêche. Hein. Donc, le prochain bootcamp e-santé, Afrique francophone, tout ça, je voudrais que ça se fasse à l'université de Bondoukou. Oui! Donc, je profite en fait pour me présenter. Je suis le vice-président de l'université de Bondoukou. Chargé de tout ce qu'il y a comme coopération, recherche. Moi-même, je suis de la santé. Voilà. Je suis pharmacien de formation. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, ensemble, on va pouvoir donc éclairer les autres. Donc, faites votre TDR, proposez des dates. 2026, on est ensemble. Bon. La finale est gagnée. Salima. On y va. C'est mon invité spécial. Elle sera là. Avec grand plaisir. Elle sera là. Je vous prends au mot, hein, professeur. Hein. Mon agenda se remplit déjà pour 2026, donc il faut que je note les dates. Hein. Salima, la date sera donnée même aujourd'hui même. Le groupe 3, s'il vous plaît. Oui, concernant le groupe 3, la question c'était comment on peut rassurer un patient sur le suivi à distance de sa maladie chronique alors que son accès au réseau est limité. En d'autres termes, fluctuation dans la transmission des informations données. On a relevé un problème principal ici, c'est la connectivité et aussi la confiance, en d'autres termes. Ce qu'on peut faire, c'est la mise en place d'un service communautaire dans un premier temps, de sorte à rassurer le patient, à lui donner des conseils, à lui faire un suivi régulier et aussi faire une passation progressive vers le digital. On peut aussi installer un système périodique, lui expliquer patiemment que notre système périodique, par exemple, pourra en fait prendre en charge ces données chaque semaine. Donc chaque 2 semaines, chaque 3 semaines, on peut en fait collecter ces données. Il y a aussi un système aussi offline qu'on peut mettre en place, hein, un système offline de synchronisation. Par exemple, le patient peut entrer ses données hors ligne, donc quand il n'y a pas de réseau, et puis après, quand il a accès au réseau, les données sont chargées directement au niveau de la base de données, par exemple. Donc, c'est un peu ça en termes d'éléments de réponse pour le groupe 3. Et aussi, bon, en dernière position, on a aussi mettre en place un serveur partagé. Voilà, c'est ce qu'on a déterminé. Un serveur à partir duquel, quand le patient, par exemple, est à Abidjan, ses données sont chargées tranquillement. Quand il se retrouve, par exemple, dans une autre ville de la Côte d'Ivoire, on peut retrouver aussi ses données là-bas. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent compléter dans les autres groupes? Vous avez donné des pistes, des propositions de solutions très intéressantes. Hein. Vraiment, c'est concret, c'est fort intéressant. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Sinon, je donne la parole en ligne. Corinne? En ligne, il y a Ephrasie, c'est le groupe 3, hein, oui, c'est cela. qui a répondu, qui dit on peut utiliser des outils qui n'exigent pas l'utilisation des data forcément par le patient. Oui, c'est ce que vous disiez. Oui, oui. Oui. Ça fait partie des éléments de réponse. Oui, d'accord. Très bien. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci de votre participation.
Alors finalement, parmi quelques participants, j'ai posé la question, est-ce que la question est simple? Est-ce que les questions étaient simples? Les questions, elles étaient simples? Ah, c'est pas forcément si simple que ça, parce que ça amène des réponses, en fait, qui sont des réponses ouvertes, finalement, à des questions qui ne sont pas, qui sont à la fois, qui doivent être à la fois, qui sont à la fois cadrantes et qui amènent des réponses où c'est pas tout blanc, tout noir. On est obligé, c'est aussi des questions d'éthique quand on parle de données en santé, d'accès à la digitalisation et à la compréhension de la relation avec la relation soignant-soigné. D'ailleurs, vous ne nous avez pas répondu